J'étais parmi les premiers à faire des visites virtuelles, à travailler avec des vidéos, des drones. Je venais de Corse, c'était un endroit qui faisait rêver les gens, mais il n'y avait pas vraiment d'accès. Alors, je m'étais dit que j'allais trouver des belles propriétés en Corse, de façon à les proposer sur le marché scandinave. Personne ne faisait ça. Arrive en Russie, il y a plein de jolies filles, tu fais waouh, mais en fait, bah, t'es un blaireau. Bienvenue sur le podcast de ceux qui bougent et se bougent à l'Est. Quelle que soit leur raison, ils ont franchi le pas et démarré une nouvelle vie à l'étranger. En Russie, en Biélorussie, en Europe de l'Est. Avec ce podcast, je rencontre ces personnes au parcours atypique qui ont réussi pour apprendre de leur succès, vous inspirer et vous faire voyager. Voilà, on enregistre. Salut Simon. Salut Aurélien. Donc Simon, pour ceux qui ne connaissent pas, comment on pourrait te présenter? Un infopreneur en Biélorussie. Ouais, on pourrait dire ça. J'ai plusieurs business, pas qu'un business en ligne, mais je pense que bah, vu que c'est le plus visible, c'est celui-là qui fait que les gens me connaissent le plus, sans doute. Voilà. Et donc j'avais une petite question un peu provocante pour commencer. Ça va te faire rire. Ça fait quoi de vivre dans la dernière dictature d'Europe? Tu t'y attendais, je pense. Ça fait, euh, ça fait plaisir. En règle générale, ça fait plaisir. Au Moi, quand je quotidien, suis arrivé comment ici, ça se ressent c'était, en 2020? tu peux pas en fait comparer à quelqu'un qui vivrait en France ou dans un pays d'Europe. J'ai Hmm. souvent essayé, tu sais, de faire le parallèle, dire ok, le Bélarus c'est un peu comme la France, genre des années 60, mais pas vraiment non plus, tu vois, parce qu'on voyage pas dans le temps, on n'est pas dans le passé. Hmm. On est dans une sorte d'Europe alternative, une sorte de version alternative de ce qu'aurait pu être l'Europe s'il avait choisi un autre chemin, puisque le Bélarus c'est l'Europe, c'est pas l'Asie, c'est pas l'Amérique du Sud, hein, c'est l'Europe. Hmm. Mais c'est l'Europe hors UE et c'est ce qu'auraient pu être les pays européens s'ils avaient choisi un autre chemin, une autre voie de développement. D'accord. Mais on peut pas nier que le pouvoir est plutôt autoritaire par rapport à ce qu'on peut vivre en Europe occidentale. Est-ce que ça a un impact au quotidien ou avec les différents business? Est-ce que toi, tu te sens oppressé ou ça joue plutôt sur la sécurité? Comment tu le vis? Disons que dans les pays, on va dire, d'Europe de l'Ouest, le pouvoir n'est pas particulièrement autoritaire. Il est fort avec les faibles, Hmm. mais il est faible avec les forts. Ici, le pouvoir est fort avec tout le monde. Ce que ça change dans ton quotidien, c'est que tu n'as pas à t'inquiéter de ton intégrité physique ou de l'intégrité de tes biens matériels. Tu peux faire comme moi la dernière fois, je rentre à KFC, je sors de la salle de sport, tu vois, je rentre à KFC et je suis éclaté, je laisse mon sac sur une table, et puis je prends mon coca et je m'en vais. Je rentre chez moi, je prends ma douche, et là je me rends compte que putain il est où mon sac? Et en fait j'ai laissé mon sac avec mon passeport, mon ordi, de l'argent liquide, mes cartes bleues, sur la table à KFC. Je suis retourné le chercher 2 heures plus tard. Bah il était là, personne ne l'avait touché. Parce qu'ils savent que tu touches, tu vas être puni. Donc en fait, c'est dans leur culture que de pas toucher. Ils sont habitués à pas toucher. On touche pas, c'est pas à nous, on touche pas. Donc ce que ça change au quotidien, c'est ça. Après, c'est sûr que si moi j'avais des penchants à enfreindre la loi, sans doute que ça me poserait des problèmes. Hmm, hmm. Mais comme c'est pas ce que je veux faire, tu vois, je veux pas dealer, je veux pas genre frauder les impôts, voilà, je veux pas violer des babouchkas. Bah du coup, en fait, le fait que je ne puisse pas le faire, ça me gêne pas. Hmm. Après, peut-être la limite, c'est lorsqu'on veut vraiment s'engager en politique. Mais là, tu le sais d'avance, quoi. Si tu acceptes les règles du jeu, ça fonctionne. Un peu comme en Russie, je pense d'ailleurs. Bah, Hmm. la réalité, c'est que si tu voulais devenir président, ça serait compliqué pour toi. Mais je pense que si tu voulais devenir Hmm. président de la France, ça serait également compliqué pour toi. Je pense que tu n'y arriverais pas. Je pense qu'on te mettrait des bâtons dans les roues. Simplement, tu n'aurais pas la puissance financière et les appuis financiers pour y arriver. Euh, En Bélarus non plus, ou en Russie non plus, on peut pas devenir président. Bon, de toute façon, je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai jamais voulu Hmm. être président de la Fédération de Russie. Ça m'intéressait pas. Certes. Non, mais après, as toujours des petits parcours locaux qui se font petit à petit sans pour autant espérer être président. Bon, après,
en tout cas pour influencer d'un autre côté que le pouvoir actuel. Mais à partir du moment où tu es d'accord avec les valeurs qui sont au pouvoir, il n'y a plus vraiment de débat de toute façon. Ouais. Et, euh, et toi, tu as fait le choix de partir Bah, en même de temps, toute je pense façon que si à tu es pas l'étranger, donc d'accord, c'est notre solution, quoi. je te disais que, en fait, c'est pas nos pays d'origine. Toi et moi, bah, on n'est pas Mhm. nés en Russie, on n'est pas nés au Bélarus. Si on les a choisis, c'est parce qu'ils nous convenaient, c'est parce qu'on voulait pas les changer. Et si Mhm. on avait à cœur de changer le pays parce qu'on n'aime pas la façon dont il fonctionne, bah ça voudrait simplement dire qu'on s'est planté le pays, en fait. C'est vrai. Vu comme ça, Donc oui. effectivement, Après, moi je je parlais suis en plus phase du point de vue avec du local, les valeurs biélorusses. du point de vue du Ouais, citoyen local qui je suis en phase aussi, tu avec vois. parce que je l'ai Oui, par choisi, exemple. parce que ça me convenait en fait. Mhm. Hmm. Ok. Pour continuer sur la Biélorussie, toi, tu as aussi vécu en Russie, euh, une majeure partie de l'année à Saint-Pétersbourg notamment. Est-ce que tu notes des différences culturelles? On dit souvent que les Biélorusses sont plus gentils, toi-même tu le dis. Est-ce que c'est vraiment l'impression qu'on a quand on a vécu dans les deux pays? Je note des similarités, parce que c'est des peuples slaves, je note des similarités avec les Ukrainiens aussi. Euh, Par contre, si on s'attend à la même chose, et c'était mon cas, si tu veux, quand je suis arrivé au Belarus, je m'attendais à Hmm. retrouver la Russie. Et là, par contre, il y a un décalage. Ce que tu dis, c'est la première des choses qu'on remarque. T'as raison. Les Hmm. Biélorusses sont plus gentils, ils sont plus doux, ils sont plus civiques. Tu sais, les Russes, ils peuvent être un peu bourrus. Genre, tu essaies de rentrer dans le métro, tout le monde te bouscule et tu arrives pas à rentrer à moins de t'imposer, par exemple. Oui, Au exact. Bélarus, non, ils se perdent en politesse. C'est non, je t'en prie, vas-y, non, mais c'est ton tour, non, mais non, s'il te plaît, vas-y, voilà, c'est ça. C'est aussi beaucoup plus facile pour moi de faire du business ici parce que tu as plus de place et parce qu'ils sont carrés. En Russie, ils vont te passer au-dessus, à gauche, à droite, et ils vont te marcher dessus. Alors qu'ici, non, ils sont pas Hmm. très entreprenants. Et si tu bosses avec eux, ils sont carrés, c'est facile de bosser avec eux. Donc ça, c'est un des trucs qui m'ont amené à vouloir rester un peu plus. Parce que je me suis dit, tiens, je peux faire des trucs ici. Alors qu'en Russie, j'avais l'impression que, putain, il fallait jouer plus que des coudes, c'était compliqué, quoi. Hmm. Ok. Et par exemple, qu'est-ce que tu as monté au Bélarus? Tu es dans l'accompagnement de Français qui veulent investir dans l'immobilier, par exemple. Est-ce que tu as des... Oui, tu as plusieurs business. Tu en as qui sont vraiment liés à l'économie biélorusse? Alors, dans un premier temps, j'ai monté une société ici, juste parce que je pouvais, et parce que c'était dans ma nature de créer une Hmm. boîte. Mais je savais pas ce que cette boîte, elle allait faire, sincèrement. Quand je l'ai ouverte, je savais pas ce qu'elle serait, je savais pas ce qu'elle ferait. Au bout de quelques temps, je me suis dit que bah, j'étais calé en immobilier, j'étais calé en investissement, donc je pouvais proposer à des étrangers d'investir au Bélarus, de leur proposer en fait un accompagnement, un conseil, parce que c'était quelque chose que je faisais moi-même et donc dans lequel je pouvais accompagner les gens. Il se trouve qu'assez rapidement, c'était pas la demande principale. La demande principale, c'était ouais, j'aimerais investir au Bélarus pour y vivre. Je veux y vivre et y Hmm. investir. Et donc à ce moment-là, bah, j'ai adapté en fait l'activité de cette société, qui est devenue une sorte de prolongation de mon business en ligne, puisque à travers mon business en ligne, bah, j'apporte des conseils, des solutions qui sont liées à la mobilité, pas spécifiquement en Bélarus, mais comme je vivais ici et que j'en parlais, bah, les gens disaient ok, moi je veux être mobile, je veux quitter la France, mais je veux m'installer au Bélarus. Donc, dans la continuité, si tu veux, de mes solutions en ligne, je dis, bah, je peux proposer un accompagnement sur place avec, tu vois, une avocate calée en immigration, avec une traductrice, avec une comptable, voilà, de façon, si tu veux, bah, à leur permettre en pratique, pas juste de leur donner la solution et dire maintenant démerde-toi, mais carrément de les prendre complètement en charge, de faire tous les trucs pour eux, quoi, faire tous les papiers pour eux. Et c'est ce que fait ma petite société biélorusse. Bah, ça reste une petite activité annexe pour moi. Hmm. Et quelles seraient les principales difficultés que rencontrent tes clients dans cette démarche? Il y a plusieurs aspects, j'imagine. Elles ont varié dans le temps. Elles ont varié dans le temps. Il y a 2 ans en arrière, quand non, ouais, c'est ça, non, 2 ans en arrière quand j'ai commencé, tu avais des vols directs depuis la France. Tu avais la possibilité de faire des virements facilement. Hmm. Grosso modo,
tu étais ici un petit peu comme en Union européenne, quoi, dans le sens où tu venais par avion sans visa, et ensuite le reste fonctionnait à peu près pareil. Donc à l'époque, Hmm. la problématique qu'ils rencontraient, c'était tout ce qui est propre à la paperasse. Quel visa pour venir? Puisque bon, si tu viens en tant que touriste, tu peux pas rester par la suite. Tu rentres en tant que touriste sans visa, tu sors en tant que touriste sans visa. Donc quel visa pour rentrer? Quelle démarche pour obtenir un permis de résidence? Quel permis de résidence choisir? Quel bureau? Quel papier? Voilà. À la base, la problématique c'était celle-là. L'administratif. Après, Hmm. bien, ça s'est compliqué et il a fallu trouver de nouvelles solutions, de nouvelles problématiques. Après, c'était comment venir, puisqu'on pouvait plus venir en direct par avion. Et puis, depuis le début de l'année 2021, c'est des solutions sur les transferts d'argent, c'est des solutions sur des Ouais, la transferts finance. d'actifs. Avant, c'était simpliste. Mhm. Maintenant, si tu sais pas le faire, bah, tu te trouves ici, t'as pas d'argent. Ton argent, il est bloqué en France et toi, tu es ici sans argent, tu vois. Il y a des solutions, mais il a Ouais. fallu, si tu veux, Un les peu comme en développer au Russie fur et à maintenant. mesure que les problèmes se sont présentés. C'est ça. Et tu proposes le transfert par la Par contre, moi, crypto-monnaie je ou tu as suis. trouvé d'autres moyens? Il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs solutions, y compris par le biais de boîtes locales. J'ai testé au fur et à mesure. Tu sais, au Hmm. début, il y a un problème, il y a une nouvelle problématique, et tu es le bec dans l'eau. Après, commencent à se dessiner Hmm. des solutions, mais tu sais pas laquelle est la meilleure, laquelle est la bonne, et ça peut varier dans le temps. Donc, il m'a fallu un certain temps pour en essayer plusieurs. Je dis pas toutes, parce qu'il y en a peut-être encore que je connais pas et qui vont apparaître, par exemple, tu vois. Hmm. Mais selon en fait la démarche, il y en a une qui est préférable à l'autre en termes de frais, en termes de rapidité, en termes de simplicité d'exécution. Si tu veux ramener de l'argent juste pour toi pour vivre, ou si tu veux ramener tout ton argent parce que c'est ta vie est ici et tu veux plus rien avoir en France, ou si tu veux ramener une somme suffisante pour acheter un appart par exemple, c'est pas forcément la même solution qui sera préférable. Mais effectivement, tu as la crypto, tu as les Hmm. applis, tu as aussi les virements Swift qui fonctionnent selon les banques, hein. Il faut le savoir, ça marche encore. Oui, Et ça après, dépend tu as la de solution chaque agence, mais des sociétés locales qui s'occupent de transfert. Ouais, ok, ouais, même au niveau professionnel, il y a encore des solutions. Si quelqu'un souhaite monter une entreprise au Bélarus et en faisant des transferts d'argent, euros, monnaie biélorusse, ça fonctionne, c'est quoi. C'est juste un peu ouais, c'est pas plus plus difficile. compliqué qu'avant ça. Ouais. Ok. Bah, il faut juste savoir comment le faire. Ah, c'est plus Avant, compliqué n'importe qui côté le faisait français, n'importe sûrement. comment. Maintenant, il faut savoir quelles banques sont sous Hmm. sanction. Là, il faut savoir quelles banques Oui. sont sous sanction et comment présenter le truc à la banque française pour pas qu'elle panique en disant dans Russie, Biélorussie, sanctions, je sais pas trop, non, je fais pas, je comprends pas, je fais pas, j'ai peur. C'est ça en fait. Hmm. On se trouve, Ok. tu sais, à leur ressortir les Donc là, on textes a des vu que tu avais sanctions une. européennes de façon à leur montrer que ce qu'on leur demande, c'est pas Ouais. interdit. Oui, voilà, ça dépend. J'avais entendu que ça, même en Russie, Excuse-moi, le c'est un peu lag, le je cas. Ça t'entends beaucoup. dépend du conseiller bancaire en Russie. Ouais, c'est pas grave. Parce que ça dépend de chaque agence selon la sensibilité du conseiller bancaire, en fait. Et c'est le facteur humain qui pose le plus de problèmes de ce que j'ai entendu. Ouais. Oui, je voulais continuer parce que bon, on a bien compris que l'immobilier, c'était une bonne partie tes affaires, même de ta vie. Et j'imagine qu'en Biélorussie, ça fonctionne différemment qu'en France. Euh, c'est c'est un marché avec de gros taux, des gros rendements, tu disais. Mais d'un autre côté, les taux d'emprunt sont élevés, si je ne me trompe pas, si c'est un peu comme en Russie. Comment tu fais, toi? Tu investis avec du levier ou toi, tes C'est bien clients, ça. c'est plutôt cash? Cash? Hmm. Non, moi, j'ai jamais. Alors, je En cash, connais et je sans comprends stage. toute l'utilité du levier bancaire, hein. Hmm. Cela dit, ce qui me gêne, à titre personnel là-dedans, c'est la dépendance qui s'instaure vis-à-vis de l'institution qui te délivre un prêt. Ça n'a jamais été, si tu veux, dans ma démarche de vie. Je préfère générer de l'argent par d'autres investissements, par simplement le boulot, le business, et investir dans l'immobilier. Hmm. J'ai jamais été partant de la Ok. solution de s'endetter au maximum pour enchaîner petit achat sur petit achat et essayer de récupérer un rendement à droite à gauche sur ce qui reste une fois le prêt payé. Ce sont des solutions qui peuvent fonctionner, mais je l'applique pas et je le conseillerais pas aux gens parce que en fait
Pour moi, il y a une situation de dépendance trop grande vis-à-vis de l'institution bancaire. Et je la veux pas, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est un moyen assez, entre guillemets, simple pour les gens de faire monter le patrimoine, quoi. Moi, c'est un de mes regrets quand je travaillais dans l'administration en France, de ne pas avoir utilisé cet effet-là. Parce qu'après, si on n'a pas l'effet de levier, il y a d'autres solutions qui sont parfois même plus efficaces comme la bourse. Bon, après, ce sont d'autres problématiques. Et oui, et comment est quel est, comment dire, le profil immobilier en Biélorussie? C'est des bons investissements. Toi, tu en fais la C'est comme promotion. en France, il est vaste. C'est un peu tout. Ben, il y a des bons investissements, il y en a Mais des mauvais. On va dire que de base, si tu fais, bah, comme fait Monsieur Tout le Monde en France, Monsieur Tout le Monde en France, il achète un appartement, il sait pas trop, il le met en location, il se prend pas la tête, il va au plus simple, bah, il a un rendement de 3%. Ici, quand tu fais la même chose, tu as un rendement ouais. de 7, 8. Donc tu es déjà à plus du double. Et Ah là, oui, tu t'es pas pris la c'est tête, tu déjà as pas fait le mal. truc de base. Après, Ok, évidemment, ouais. celui qui veut se donner un peu plus de peine pour augmenter son rendement, bah, il va arriver à 11, 12. En France, tu peux le faire, mais il faut se lever tôt, quoi. Alors qu'ici, bah, c'est assez normal. Hmm. Oui, parce qu'après, si tu achètes de l'immobilier avec du 7-8%, tu peux faire mieux sur les marchés financiers enfin, de façon beaucoup plus passive, quoi. Donc c'est intéressant de pouvoir trouver des biens corrects qui t'apportent plus. C'est Oui, vrai. puis Et, hmm. et, et tu travailles avec des interprètes quand tu fais de la prospection immobilière ou maintenant tu te débrouilles en russe pour les contrats, etc. J'imagine que tu travailles avec des gens. euh, les deux, les deux. Je vieillis, tu sais. Alors la prospection immobilière, j'en ai fait suffisamment dans ma jeunesse. De nos jours, Hmm. j'ai tendance à déléguer un maximum. Après, quand il faut discuter et négocier, je le fais, mais je le fais beaucoup moins volontiers qu'avant. Voilà, en général, tu as les intermédiaires, ils sont faits pour. Bah, je laisse faire leur boulot. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a un facteur culturel qui t'a un peu, comment dire, empêché, ralenti au début? Dans les négociations, c'est beaucoup de psychologie, mais aussi de facteurs culturels, j'imagine. Est-ce que tu as eu des surprises? Oui, bah, surtout quand tu es corse, en fait. Parce que, bah, tu le sais, puisque tu es corse toi aussi, Dans quel donc sens? on se comprend là-dessus. Hmm. J'ai l'impression que, en tout cas moi, si tu veux, dans mon éducation, la pire des choses que j'aurais pu faire, c'est être mesquin. C'est négocier le bout de gras, tu sais. À un moment, Hmm. mon grand-père, il me disait, si t'as pas les moyens, reste chez toi, ne va pas t'humilier. Donc effectivement, négocier la machine à laver d'occasion, bah, moi, de principe, si tu veux, ça me met mal à l'aise de le faire, je veux pas le faire. Hmm. Alors que les Biélorusses, ils sont totalement décomplexés par rapport à ça. Ils vont passer une demi-heure à Ah ouais, négocier pour d'accord. 10 Ouais. roubles, hein, pas de Hmm. problème. Et évidemment, pour moi, ça va jamais dans mon sens de négociation, parce que rapidement, je me dis, putain, mais garde là ta machine à laver, je m'en fous. Ah, ouais, j'aurais pensé même voir l'inverse, parce que on parlait de ce caractère plutôt gentil. Ça va plutôt même à l'encontre. Mais après, c'est peut-être des. Ah, je sais pas, c'est vrai. En Russie, il y a peut-être de ça aussi. C'est vrai. Et niveau fiscalité, j'imagine que c'est beaucoup plus avantageux par rapport à la France. Niveau avantage, par rapport aux droits des propriétaires aussi. Ça, il n'y a pas photo, j'imagine. C'est incomparable. C'est incomparable. Tu C'est as une combien à peu près société la qui est taxée à fiscalité sur les 5%. sociétés, sur l'immobilier? C'est- 5%, ouais. Donc, Tu 5% es pour la russe, ça a l'air plutôt intéressant pour les investisseurs. J'avais vu des vidéos de Ozai TV qui était venu aussi en Biélorussie faire les louanges du pays. Euh, il me semble qu'il avait parlé des investissements financiers. T'as regardé un petit peu de ce côté? Comment est le secteur côté au Bélarus? complètement, complètement. D'ailleurs, bah, Julien, donc Julien nous a été Hmm. est devenu un pote par la suite. Et Ok. on a eu quelques aventures bah, ici au Bélarus ensemble. On a pas mal parlé investissement, tout ça. Euh,
Si on parle d'investissement financier, si on parle en fait pas d'investissement dans des placements à la banque, Hmm. bah, c'est sûr que quand tu as ton livret A, je sais pas, il a combien? À 0,2, à 0,3%, une connerie comme ça. Bah ici, alors selon les périodes, hein, mais en rouble biélorusse, tu peux être à 15, 20, 22%. En euros, en dollars, tu peux être à 5, 6, 7, 8%. Hmm. Euh, ça, ça fait une différence. Effectivement, ouais. Après, c'est lié de l'autre côté au taux directeur qui influe les taux immobiliers, quoi. Et ça, c'est pour les livrets, c'est pour le monétaire. Est-ce que tu regardes un peu les actions? Je connais pas du tout. Je connais un petit peu en Russie, c'est surtout du pétrolier, tu as quelques grosses boîtes. En Biélorussie, j'ai aucune idée. Est-ce qu'il y a un marché en Ouais, Biélorussie? en Russie, on les connaît, les Gazprom et les autres. Ici, franchement, j'ai regardé Hmm. en passant, mais je me suis pas intéressé à l'investissement dans l'actionnariat des boîtes biélorusses. Sincèrement, j'aurais pu, Ouais, je le ferais peut-être, je m'y intéresserais peut-être, mais à ce stade, j'ai juste regardé en passant. ok, ça peut être assez risqué, mais rémunérateur. Si les livrets sont à 7-8%, les rendements des sociétés cotées doivent être pas mal à voir. Ouais. Ok, donc on a fait un bon tour sur la Biélorussie. On pourrait. Est-ce que tu pourrais parler du pays plus en général sur d'un point de vue de la vie, de quelqu'un qui voudrait découvrir Minsk, comment tu décrirais Minsk? Un peu comme la vieille Europe, mais c'est quoi? C'est ville moyenne. Ce serait comparable à une ville moyenne en France, quoi. Non, hein, c'est une grosse ville. C'est Hmm. pas comparable à une ville moyenne en C'est mon France parce prisme que tu sens que moscovite. c'est une capitale. Et si tu la compares aux capitales de Ouais, si tu la compares à des capitales européennes secondaires, on va dire, je sais pas, les capitales des pays scandinaves, tu la Hmm. compares hein, aux capitales des pays baltes ou des pays de l'Est, c'est une Hmm. grosse ville en comparaison, hein. Si tu la compares à Budapest, à Sofia, Ok. à Prague, c'est une putain de grosse ville en comparaison. Après, Ok, ouais. ce qui te surprend quand tu arrives ici, c'est que la ville est grosse, c'est qu'il y a plein de gens, mais c'est que tout est calme, tout est clean. Et du coup, tu as cette impression d'être un petit peu à la campagne tout en étant dans le centre de la capitale, parce que tout est calme, tout est clean. Mais pour autant, c'est une ville qui fait Hmm. 2 fois et demi Paris. Ah ouais, quand même. Hmm. Après, Ouais. À voir, à elle est voir. très grande et très Faudrait que je étendue passe. aussi. Ce qui fait que sa population, tu es rarement amassé, tu vois. Ouais, c'est très peu dense, donc c'est plus agréable à vivre aussi. Moi, je vois là, même à Moscou, Moscou, c'est énorme, c'est 14 millions d'habitants, mais si tu compares à Paris, euh, je me faisais la remarque avec un ami parisien, t'as pas le même sentiment d'oppression. Tu peux respirer dans certains quartiers, t'as des grands parcs, ça fait quand même la différence, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et au niveau du russe, tu disais que parfois tu bossais directement russe. Tu en es où en ce moment-là? T'as un niveau, tu as réussi à développer un niveau plutôt courant? Ou tu es toujours empêché par l'anglais? J'ai un niveau qui me satisfait pas, un peu des deux, mon capitaine. J'ai un niveau en russe qui me satisfait pas, mais qui me suffit. Et ce qui fait que c'est un peu la mauvaise position, parce que si tu parles pas du tout, tu as à cœur d'apprendre et de mettre des efforts parce qu'il faut que tu te débrouilles pas. Par contre, Hmm, si tu te débrouilles assez, hmm, bah t'as le truc de dire ouais, c'est bon, c'est pas la priorité là d'être meilleur. Pour autant, je suis pas du tout hmm, hmm. satisfait de mon niveau. Mais dans la vie de tous les jours, il me suffit. Je suis pas capable d'avoir une conversation sur des sujets poussés, tu vois. Mais dans la vie Mhm. de tous les jours, pour m'exprimer et comprendre les gens, il me suffit. Et c'est un peu le problème, c'est que mon russe n'est pas assez mauvais pour que j'y accorde plus de temps, mais il n'est pas assez bon pour dire que j'ai pas besoin d'y Ouais, accorder ouais. plus de temps, tu vois. C'est un peu le plateau intermédiaire. Même moi, là, je pense que je peux discuter d'un peu tout, mais on n'est jamais vraiment satisfait. On paraît toujours un peu plus bête. On fait encore des fautes. Ouais. Et t'as utilisé quelle méthode dans ton apprentissage? Je vais utiliser pas mal. Alors j'ai utilisé, sur tes conseils d'ailleurs à l'époque, Hmm, j'ai utilisé l'application Assimil sur mon téléphone, et j'ai utilisé hmm. Duolingo et Mossalingua. Tout ça, c'est tous les tuyaux que tu m'as donné toi. Ok. Ensuite, je suis allé à Après, l'école.
Quand t'es Et régulier, j'ai ça eu marche aussi bien. des profs particuliers. Je suis allé à l'école de russe pendant 1 an et demi. Hmm. Et j'ai eu des profs particuliers. Et là, je me dis qu'il faut que je reprenne un prof pour passer en fait le plafond que j'ai en ce moment, quoi. Ouais, c'est au niveau intermédiaire, ouais, il faut pousser. Le plus dur, c'est de rester constant dans le temps, quoi. Moi, j'ai une petite baisse récemment aussi de comment dire, du travail quotidien. J'essaye de m'y remettre. Au quotidien, c'est ce qui m'a fait la différence, j'ai l'impression. C'est vraiment, même si on ne travaille pas 2 heures par jour, même 15, 30 minutes, au quotidien, ça fait la différence, quoi. L'effet cumulé. Ouais, ouais. Ok. Donc, Ouais, pour, si euh, t'apprends ne pour la serait-ce bilo qu'un aussi, nouveau mais mot par toi, jour, bah ça fait ouais. 365 mots par an. Ah oui. Ouais. J'allais dire que on a bien parlé de la bilo aussi, mais toi, tu as un parcours en fait assez riche. Tu es parti assez jeune en Finlande, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu partes dans ta jeunesse en Finlande? Ouais, j'avais déjà fait une partie de mes études à l'étranger avant ça. Oui. Puis je vais dire je suis revenu en France, mais en fait j'avais grandi en Corse, donc j'ai connu la France continentale, métropolitaine, diront certains. J'avais 19 ans, 20 ans. Et c'est quand j'ai fait une école de musique à Lille, puisqu'à l'époque, la musique c'était ma grande passion, c'était le centre et le but de ma vie. Hmm. Et là, j'ai fait la connaissance avec la France, que je ne connaissais pas en fait. J'avais grandi en Corse. Et au bout d'une année, en fait, d'une année scolaire, hein, donc du mois de septembre au mois de mai, juin, je savais que je pouvais pas vivre là. Pour moi, la liberté principale, c'est le fait de pouvoir habiter quelque part où tu as le droit de sortir dans la rue quand tu veux, comme tu veux, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Hmm. C'est une liberté pour moi qui n'est pas discutable. Or, quand je vivais dans la banlieue de Lille, je n'avais pas la possibilité de sortir dans la rue à n'importe quelle heure et comme je voulais, parce que c'était dangereux. Je pouvais pas prendre le métro à l'heure que je voulais, même dans la journée, d'ailleurs, c'est dangereux. Ah, déjà à Et l'époque, ça, pour moi, c'était c'était juste c'était pas en quelle année tolérable. Je ça, me suis installé là-bas ton expérience? avec, c'était en 2001, un truc comme ça. Ok, ok. Et j'arrivais avec ma copine grande, blonde. Quand je sortais dans la rue avec elle, on était les cibles privilégiées, tu vois. Tu avais Hmm. un gamin blanc Ouais. avec les cheveux longs, avec une blonde. Ben, c'est parfait. On était les cibles privilégiées et la vie était juste impossible. Et c'est là que je me suis dit non, mais il y a pas moyen que je reste là. En fait, eux là, ils sont chez eux et moi je suis pas chez moi, donc je vais les laisser chez eux puis je vais aller ailleurs. Et c'est comme ça que je suis allé en Finlande. Je suis allé en Finlande parce que je voulais poursuivre des études universitaires et aussi j'étais musicien et pour moi la Finlande à l'époque il y avait une culture, il y avait une scène musicale qui était riche. Et donc, effectivement, le premier pays dans lequel on peut dire, j'ai vécu en tant qu'adulte, ça a été la Finlande, ouais. Hmm. Et c'est là où tu as commencé à te développer, à créer des business? Alors, dans un premier temps, mes business, c'était la musique. J'avais un studio d'enregistrement, j'avais Hmm. plusieurs groupes, on sortait des albums, on partait en tournée. Je vivais de la musique. Ce qui, pour moi, était le rêve de ma vie à l'époque, hein. On m'avait toujours Hmm. dit, tu sais, vivre de la musique, c'est très compliqué, tu peux pas, c'est 1 sur 1 million. Moi, j'avais réussi, je vivais de la musique. J'étais pas riche de ça, mais pour autant, c'était ma vie. En alternance avec l'université, à laquelle je n'allais pas bien souvent, mais bon, je me présentais aux examens quand même, tu vois, je faisais ce qu'il y avait à faire. J'étudiais à distance Déjà avec les avant que ce soit polycopiers. hype. Et qu'est-ce que tu étudiais au fait? Et il y a que plus tard, je me suis marié. Alors, dans un premier temps, j'ai fait une école de tourisme, enfin, de l'université, hein, mais bon, ça s'appelait Tourism and Accommodation Business. Ok. Et Ça m'a tiré j'ai fait quelque chose? 3 ans. Et après, j'ai fait International Business and Laws International Business. Et ça, Ok. j'ai fait 5 ans. Ah ouais, quand même. Hmm. En fait, je m'arrêtais plus parce que je trouvais les études assez faciles. Un jour, j'ai découvert un truc génial. J'avais plus besoin d'aller à la fac. Il y avait le site de la fac. Je récupérais les cours dessus. Je les lisais un petit peu avant d'aller aux examens. Puis après, je passais l'examen. C'était super, tu vois. Et le résultat, bah, je faisais de la musique, je partais en tournée. Donc, Ouais. j'aurais pu continuer comme ça 20 ans encore.
Si ce n'est que tu sais, Et, une fois que je m'étais et c'est marié, quand même des choses liées à parce que je suis l'international, au marié business, très donc jeune en fait, j'imagine que ça t'a servi quelque part ou je c'était m'étais vraiment rendu trop. compte, il y avait des mecs. Hmm. Ça a bugué, je t'ai pas compris. Je disais, tu as quand même choisi des sujets liés à l'international et au business, donc est-ce que tu en as tiré quelque chose ou c'était vraiment trop superficiel? C'était vaste, mais oui, j'en ai tiré quelque chose parce que par la suite, la plupart des business que j'ai développés étaient à l'international. Donc ça m'a ouvert au moins, si tu veux, la voie de collaborer avec des sociétés, avec des clients à l'international, au-delà des frontières d'un pays. Et ça m'a aussi donné le cadre légal pour le Hmm. faire. Même si évidemment pas tous les pays ont les mêmes lois, mais j'ai appris les lois internationales Hmm. qui régissaient le commerce. Et Ouais. ça, c'est quelque chose qui m'est toujours utile aujourd'hui en fait. Hmm. Ok, ok. Mais mon premier business, ouais, je te disais Ouais. une fois que j'étais marié, bah moi j'avais réussi dans mon domaine, c'est-à-dire que je vivais de la musique. Mais je voyais des mecs, ils avaient des costumes, ils avaient des Mercedes, ils mangeaient dans des bons restos, et moi je ressemblais au fils d'Alice Cooper. Et en fait, ça me déplaisait pas, mais je me disais quand même, il y a tout un pan de la vie des gens que moi je connais pas et que je connaîtrai jamais. Et je me suis dit, bah alors pourquoi pas essayer de faire un truc vraiment dans le business, un truc où on parle que d'argent et pas d'art, pas de création artistique. Hmm. Et c'est comme ça que j'ai monté mon premier business dans l'immobilier. Et je l'ai fait juste pour essayer le truc. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de quelques mois que bah, ça me convenait et que je pouvais continuer un petit peu plus. J'ai pas pris la décision d'arrêter la musique et de devenir un mec qui faisait du business. Je me suis dit, je vais essayer. Et comme ça me convenait, j'ai dit, bah, je vais le faire un petit peu plus. Et un petit peu plus. Et puis après, bah, voilà, après, c'est devenu mon truc, en fait. Plus un essai, mais mon truc. Ce que je m'étais dit, c'est que je vivais en Scandinavie où il y avait des gens qui avaient des moyens. Je venais de Corse. C'était un endroit qui faisait rêver les gens, mais il n'y avait pas vraiment d'accès. Alors, je m'étais dit que j'allais Hmm. trouver des belles propriétés en Corse, de façon à les proposer sur le marché scandinave. Personne ne faisait ça. Ah ouais. Et c'est comme ça que j'ai créé mon agence immobilière. Mon agence immobilière qui s'est Ah rapidement ok. spécialisée dans la vente de biens haut de gamme, de biens de luxe à l'international. Ok, ok. Et cette agence, tu la tiens toujours aujourd'hui? Cette agence, elle existe encore. J'y suis beaucoup moins actif qu'avant parce que, pas parce qu'à un moment j'en ai fait le tour, quoi. Tu sais, quand tu as vendu plein de biens, tu as eu plein de clients, au final tu répètes toujours la même chose. Tu fais toujours la même chose, c'est toujours le même process. Ouais, ouais. J'avais besoin, arrivé en 2019, 2020, j'avais besoin de dire autre chose que toujours la même chose en fait. Et c'est là que j'ai lancé mon premier business en ligne. J'avais lancé un autre business en ligne en 2017 ou 2018, à l'époque où j'étais en Russie. Mais voilà, c'est plus un essai que quelque chose de sérieux. Et je l'ai pas gardé longtemps. Je savais pas trop ce que je faisais, juste j'essayais le truc. C'est vraiment à partir de 2020 que je me suis dit, ok, je veux avoir un business en ligne et je veux le faire sérieusement et je veux le faire bien. Et c'est là que j'ai lancé, on va dire, mon premier vrai sérieux business en ligne. C'était? C'était quoi? Bah, c'était en fait ce que moi je faisais, ce que moi j'avais toujours voulu faire, c'était donner aux gens la possibilité d'habiter où ils voulaient, de se barrer de France comme moi j'avais voulu me barrer de France, de choisir le pays qui leur convenait, comme moi j'avais choisi le pays qui me convenait, à l'époque c'était la Russie, et d'avoir les moyens d'y vivre. Et en fait, j'ai regardé moi dans mon parcours ce que j'avais mis en œuvre pour pouvoir habiter à l'étranger où je voulais, tout en gagnant ma vie. Et bah, j'ai axé, si tu veux, les solutions pour les gens basées sur mon expérience, ce que moi j'avais mis en œuvre jusque-là, puisque arrivé à ce moment-là, bah, ça faisait déjà, je vais recompter, je vais pas te dire de bêtises. Ça faisait à peu près 15 ans, c'est ça, hein, à peu près 15 ans, un petit peu plus, que j'avais vécu dans divers pays, tout en ayant une boîte en France et tout en ayant diverses activités. Et les gens me demandaient, ils comprenaient pas en fait. Ils disaient mais comment tu vis? Puisque j'ai vécu par exemple en Hongrie, j'ai vécu un petit peu en Ukraine, j'ai vécu bah, en Russie bien sûr. Et les gens me disaient mais attends mais tu as fermé ton entreprise, tu as trouvé un emploi là-bas? Je dis non non. Mais quand t'es là-bas, t'es en vacances, non non. Les gens comprenaient pas ce que je faisais.
Donc en fait, bah, après, je me suis dit à expliquer aux gens ce que je faisais, à les aider à faire la même chose, puisque pour moi qui le faisais depuis 15, 16 ans, 17 ans, évidemment, ça paraissait plus très sorcier en fait. Mais Ouais, je ouais, m'étais donc c'est creusé là la où a tête, débuté c'est-à-dire qu'à la tes base, activités d'entrepreneur, quoi. ben oui, parce qu'à la base, ça coulait pas de source, tu sais, quand j'ai voulu pouvoir vivre où je voulais dans le monde, Mhm. ben, je savais pas comment le faire. Et j'ai exploré diverses possibilités, et je l'ai pas toujours fait de la même façon, parce que l'idée de base, c'est ah bon, tu veux vivre à Moscou? Bah regarde les petites annonces des boîtes qui embauchent des Français à Moscou. Ouais, vas-y, cherche-les, tu sais, quand t'es en France. En fait, c'est pas vraiment une solution pour la majorité des gens. Et il faut d'autres solutions. Ouais, ouais. Et bah moi, quelque part, au fil de mes errances, hein, de mes essais, de mes Ouais. réussites et de mes échecs, ben j'ai pu trouver ce qui marchait pas. Et là, quelle est ta principale activité? Tu disais que l'accompagnement immobilier, par exemple, c'était quelque chose d'annexe. C'est vraiment dans l'infoprenariat que c'est vraiment de l'infoprenariat que tu vis en ce moment? Non plus. Je crois, et c'est important pour moi, pour être tranquille, tu sais. Quand tu as un business, il y a toujours des gens qui vont Mm. t'attaquer dessus. Parfois, ça va être Mm. des concurrents. Parfois, ça va être simplement le sort. Tu as des sanctions qui tombent, tu as une loi qui change. Parfois, ça peut être tes clients qui t'attaquent. Et si tu dépends d'un seul business, dès que tu es attaqué dessus, tu vas te sentir menacé parce que tu vas te dire putain, s'ils arrivent à me le niquer, Mm. et bah je suis en galère, je sais plus de quoi je vais vivre. Et moi, ça m'a tranquillisé à partir du moment où j'ai eu plusieurs sources de revenus. Et selon les périodes, une ou l'autre peuvent devenir la principale. Mon agence immobilière en France est une source de revenus. Mes investissements en France sont une source de revenus. Mes investissements en Bélarus sont une source de revenus. Mm. Mes investissements dans les cryptos sont une source de revenus. Mes investissements dans les ETF sont une source de revenus. Mon business en ligne est une source de revenus. Ma société biélorusse d'accompagnement à l'installation dans le pays est aussi une source de revenus. Et oui, je Mm. peux être attaqué sur l'un, sur l'autre. Mais la personne qui veut me niquer sur toutes mes sources de revenus, bah, faut qu'elle se lève tôt, tu vois. La personne Il ou faut y aller, ouais. l'événement, ou peu importe, hein, c'est pas dans la parano, mais je veux dire, les choses peuvent changer. Mm. Je vois donc. D'un côté, le profil investisseur en gros, tu as deux, trois business qui travaillent, quoi. Et comment tu as automatisé l'agence immobilière en France? C'est pas évident, ça. J'imagine que là, tu es assez loin. Tu dois être en contact quotidien avec l'agence. Tu as tout délégué. Comment tu supervises? Alors aujourd'hui, je fais des opérations au coup par coup. Tu vois, quand il y a un dossier qui me branche, je m'en occupe. Mais voilà, il faut qu'on vienne me chercher et il faut que ça me branche parce que c'est plus quelque chose qui est mon activité principale. Contrairement à quand j'ai créé l'agence, qui c'était ma seule source de Ouais. revenus à l'époque, hein, je n'avais qu'un business, c'était celui-là. Donc aujourd'hui, je Mhm. fais vraiment les choses à la cool. Si je prends un dossier, c'est parce qu'il me plaît et je vais le gérer. À l'époque, par contre, j'avais toute une organisation. J'étais parmi les premiers à faire des visites virtuelles, à travailler avec des vidéos, des drones. En fait, ce que je voulais, c'était évidemment que les gens soient en mesure de visiter le bien, de décider s'ils étaient enclins à l'acheter ou pas, sans avoir à y aller en personne. Parce que Ah oui, beaucoup vu de que gens c'était imaginent qu'en opérationnel fait déjà. j'avais un tas d'employés et que je déléguais tout, mais c'est pas du tout le cas, j'étais seul. Au début, quand j'ai créé ma voie, j'étais seul. Mhm. Donc j'ai commencé à bosser des trucs tout cons, le VoIP, et aujourd'hui tout le monde. Voice over Internet Protocol. Mais quand j'ai découvert ça, bah, où que je me trouvais dans le monde, je pouvais appeler mes clients. Mais avant ça, avec mon forfait SFR, je pouvais pas ou ça me coûtait une blinde, tu vois. Mhm. Ensuite, il y a eu le truc, effectivement, Ouais. de faire plus que Mhm. des plaquettes de présentation des biens, mais de faire voilà, des vidéos, des plans, tu vois, des plans virtuels, des machins, de façon à ce que les gens puissent visiter sans se déplacer. Et quelque part, ils étaient contents eux aussi. Ensuite, eh ben, évidemment, parfois, je m'organisais de façon à y aller. Si je savais que j'allais conclure la vente, j'y allais. Mais ça veut dire que je retournais en France une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois. J'y restais le temps qu'il fallait, j'y restais une semaine, 2 semaines. Le temps, si tu veux, de caler tous mes rendez-vous, parce que j'avais à faire, et puis je repartais. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, au début, je me suis dit, mais attends, mais mes clients vendeurs, s'ils savent que je suis à Helsinki ou à Saint-Pétersbourg,
ils vont pas me confier un bien à la vente. Ils vont se dire, le mec, il est pas là pour s'en occuper. Hmm. Alors j'avais retourné le truc à mon avantage. Je proposais leurs biens à une clientèle internationale, ce que les autres agences locales ne pouvaient pas faire. Et pourquoi je pouvais le faire? Parce que je voyageais, parce que je vivais à l'international. Et en fait, c'était quelque chose qui aurait pu être bah, un problème pour moi, une limitation, est devenu un atout en fait assez rapidement, mais parce que un petit peu par la chance. Je vais pas faire le génie, genre j'avais tout prévu. Non, c'est juste que en pratique, je me suis rendu compte que ouais, cet angle-là, il marchait, donc après, bah, je l'ai utilisé, puis c'était la réalité, si tu veux. Et aujourd'hui, tu continues à faire des allers-retours quand il y a une grosse opération ou tu as complètement délégué, automatisé, tout ça? Pas de règle d'or, je peux le faire, mais en pratique, je le fais rarement parce que j'ai pas envie. En fait, les fois où je me suis, depuis que je vis au Bélarus, les rares fois où je suis retourné en Europe, j'ai été mal en fait. J'ai été Mhm. choqué de voir la dégradation euh, qui pour moi s'est accélérée avec le Covid et après le Covid. Et plus ça va, moins je m'y sens à ma place. Et quand je suis rentré en Corse, c'était en été 2021, je me suis dit que j'allais rester peut-être 3 semaines, un mois, profiter de la plage, tout ça. Et en fait, je suis resté 10 jours et je n'avais de cesse. Je voulais repartir au Bélarus le plus vite possible. J'étais malheureux, quoi. Ouais, je me souviens. Mais t'as personne qui gère sur place quand t'es pas là? Non? T'as des biens en location aussi ou c'est vraiment des coûts comme ça à la vente? Est-ce que j'ai des biens en gestion locative? Il m'a manqué Oui. le début de ta phrase, en fait. Oui, je disais, tu n'as personne sur place qui gère quand t'es pas là? J'ai jamais. Oui, maintenant j'ai des gens sur place qui gèrent quand je suis pas là, parce qu'avec les années, j'ai appris à déléguer. Savoir déléguer, c'est pas juste savoir laisser faire quelqu'un d'autre en fait. C'est Hmm. pas ça apprendre à déléguer. Au début, je croyais que c'était ça, c'était lâcher prise et laisser les gens travailler, mais non. Apprendre à déléguer, c'est savoir leur donner un cadre dans lequel l'activité leur est déléguée. C'est pas juste Hmm. leur laisser le boulot et dire c'est bon, fais-le à ma place. Et aujourd'hui, je suis plus à même de faire ça que par le passé. Donc, je sais déléguer dans le sens où je sais donner un cadre pour que les gens puissent travailler dedans. Ok. Pour revenir sur ton parcours, tu as évoqué tes passages en Hongrie. L'Ukraine, je me rappelle que tu l'avais déjà évoqué, mais Hongrie, je ne me rappelais plus. Qu'est-ce qui a fait que, à un moment, tu ne t'es pas installé là-bas? C'était après la Finlande ou peut-être avant? Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es d'abord installé en Finlande et après, ça a été la Russie, principalement, et pas dans ces pays? C'est un petit peu le hasard, le destin. Je vivais en Finlande, mon épouse était russe, on vivait en Finlande ensemble. Hmm. Mais sauf qu'elle, elle était de Saint-Pétersbourg, donc je passais pas mal de temps là-bas. Et puis de plus en plus de temps. Et puis au bout d'un moment, on vivait en alternance en fait. Helsinki-Saint-Pétersbourg. Hmm. Après mon divorce, naturellement, hein, bah, je suis resté à Saint-Pétersbourg. Parce que c'était là-bas que j'étais bien. Et j'ai plus du tout vécu en Finlande. À ce moment-là, il m'arrivait de retourner en Corse, mais j'alternais en fait entre Ouais. Saint-Pétersbourg et la Corse. Donc la Hongrie, Au c'était bout d'un avant, moment, en je me suis fait. dit, bon, quand même, la Russie, non, c'était après. Après? Hmm. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah, quand même, la Russie, c'est Hmm. compliqué, c'est plus dur que l'Union européenne pour y vivre, puisque, bon, l'Union européenne, on a l'euro, on se déplace plus facilement, pas Hmm. de visa, pas de permis de résidence. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer un pays en Europe? En fait, je connaissais l'Europe en tant que voyageur, en tant que touriste, en tant que musicien en tournée, mais je la connaissais pas en tant que personne qui y vit. Donc j'ai essayé plusieurs pays. J'ai essayé un petit peu l'Italie, j'ai essayé un petit peu l'Allemagne, Berlin, j'ai essayé un petit peu la Hongrie, j'ai essayé un petit peu la République tchèque. J'ai Hmm. essayé. Et systématiquement, je me disais, bah, tu vois, ici, t'es pas mal. C'est plutôt bien. Alors, je me suis pas dit ça à Berlin, hein, mais à Budapest, je me suis dit ça. Je me suis dit, ah, ici, t'es bien. Tu pourrais vivre ici, il te manque rien, c'est intéressant, c'est agréable. Mais au fond de moi,
je me disais toujours que si tu restes là, c'est par facilité. Parce que tu préfères la Russie, parce que tu es mieux à Saint-Pétersbourg, mais tu choisis ici par facilité. Et je m'y suis pas résolu, en fait. Donc au bout d'un moment, je dis ok les gars, bah, si mon cœur est en Russie, bah, il faut que j'aille en Russie, et puis tant pis si c'est plus difficile. Et voilà comment je suis retourné en Russie. Ok. Après l'épisode biélorusse, je sais pourquoi, c'est parce que tu étais bloqué à cause du Covid et tu as trouvé une bonne alternative qui était la Biélorussie. Est-ce que maintenant tu veux y rester à long terme en Biélorussie? Parce que récemment, tu te demandais si tu n'allais pas revenir en Russie. Tu en es où dans tes réflexions? J'en suis toujours au même stade, en fait, comme quand je suis arrivé ici. Quand je suis arrivé ici, je voulais pas rester, j'avais pas ça en projet. Ouais. Je me suis dit, je vais passer un petit moment là, le temps de retourner en Russie. Et puis comme je me suis senti bien, bah, je me suis dit, je peux rester un peu plus, hein. Mhm. Ça me fait pas de mal, au contraire, je suis bien là. Et puis un peu plus, et puis un peu plus, et puis bah, au bout de 2 ans et quelques, j'y suis encore. On s'enracine. Saint-Pétersbourg me manque, la Russie me manque. Mhm. Pour autant, je suis bien en Bélarus. Je pense que j'aurai un bon équilibre à passer et venir comme je veux. C'est simple, c'est facile. Je veux dire, t'es à Helsinki, voilà, sur le- t'es à Minsk, tu vas à Moscou en 1 heure et quart en avion. Oui. C'est très simple. Tu vas à Saint-Pétersbourg en 1 heure et demie en avion. C'est très simple. Ton aller-retour, il coûte 80 euros, quoi. Donc, il n'y a pas de difficulté à passer et venir quand tu veux, comme tu veux. Je le faisais entre Saint-Pétersbourg et la Corse. Je peux le faire entre Minsk et Saint-Pétersbourg, ça va. Mhm. C'est sûr. Puis au niveau administratif, ça doit pas être très compliqué non plus. Euh, ok. Donc à suivre. Si vous voulez savoir la suite, il faut suivre Simon Vesperini sur YouTube. Euh, J'avais une question bon, qui est posée dans notre podcast, mais on peut toujours en tirer quelque chose. C'est quel est ton échec préféré dans tout ce parcours? Un échec avec lequel tu as pu progresser, tu as pu en tirer des enseignements? Il y a deux échecs dans ma vie qui m'ont beaucoup fait chier à l'époque et qui au final se sont révélés être des bénédictions. Le premier, c'est mon premier boulot. En fait, bah, c'est ça. Je revenais de mon année d'études à Lille. Je voulais partir en Finlande, mais j'avais pas d'argent pour partir. J'étais jeune, j'avais 19 ans. Et je savais pas quoi faire dans ma vie. J'avais pas vraiment de qualification. Et j'aimais le tatouage, j'aimais le piercing, et j'avais la chance d'être le premier body piercer de Corse. Et c'était génial, parce qu'en fait, je faisais un truc qui était créatif, qui était cool. Je passais ma journée à avoir des filles qui venaient me voir pour que je leur perce le nombril, tu vois. J'avais 19 ans, c'était trop génial. Hmm. Bah, sauf que bah, j'étais salarié, mais salarié d'un mec qui m'a jamais salarié, en fait, qui m'a toujours promis que non mais le mois prochain je te ferai un contrat, non mais tu verras le mois d'après je te ferai un contrat. Et en fait au bout de je sais plus maintenant ça remonte autant, au bout un an et demi, il m'a dit écoute maintenant tu me fais chier, toi et ton contrat tu dégages. Et ce qui fait que j'ai été payé au lance-pierre pendant un an et demi, j'ai perdu mon boulot qui était tu vois à l'époque Hmm. une sorte de boulot pas de mes rêves mais en tout cas que j'aimais beaucoup. Et j'avais pas de chômage et j'en ai beaucoup voulu à ce type à l'époque et je m'en suis beaucoup voulu aussi d'avoir été naïf. Et ça a été une période difficile. J'étais vraiment déprimé. J'avais pas pu mettre d'argent de côté pour partir. J'avais perdu mon job. J'avais pas d'alternative. J'avais pas de chômage. Ça m'a vraiment blasé. Au final, ça a été une bénédiction parce que j'ai su que jamais plus je ne serais employé. Donc après, je n'ai jamais plus pensé à devenir Hmm. salarié. J'ai toujours créé des business. Donc ça a été le premier Ouais, échec carrément. qui au Hmm. final est une bénédiction. Euh, le Hmm. deuxième, le deuxième, c'est l'échec de mon mariage. J'ai Hmm. été marié 7 ans. C'était dans mon ADN de rester marié à vie. J'avais l'exemple de mes grands-parents qui m'avaient élevé, le village en Corse, tu vois. Et mon divorce a été un échec personnel retentissant. Je me suis dit, mais putain, mais si même ta femme, elle veut pas de toi, t'es vraiment de la merde, en fait. Et je m'en suis voulu, je me suis dit que je m'étais pas bien comporté, que j'avais pas fait les bonnes choses, que j'avais pas joué mon rôle d'homme dans le couple. Et ça a été vraiment une grosse remise en question. Par contre, bah, ça m'a permis de faire tout ce que j'ai fait depuis, quoi. C'est-à-dire que je dis, ok, bah, si j'ai pas fait les choses bien, je les ferai mieux la prochaine Hmm. fois. Et c'est là que j'ai développé d'autres business mieux, en fait, où j'ai mieux travaillé sur moi. J'ai voulu m'améliorer, j'ai voulu devenir, bah, quelque part, la meilleure personne que je pouvais être. Hmm. Et en fait, je me rends compte que si
mon épouse n'avait pas demandé le divorce, parce que c'était le cas à l'époque, je vivrais toujours un petit peu Ouais. coincé avec elle, entre Tu vas stagner Helsinki, un petit peu. Saint-Pétersbourg. J'aurais pas Hmm. vécu tous les trucs que j'ai vécus, j'aurais pas connu les pays que j'ai connus, et je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. En fait, des fois, on a besoin de se détruire un peu pour mieux reconstruire. Donc ce sont mes deux échecs favoris, je ne les échangerai pour rien au monde. Intéressant, ouais, tu as su en tirer profit et rebondir. Et aujourd'hui, comment tu progresses? Aujourd'hui, tu sais, c'est un petit peu... je vais pas te dire que c'est triste, mais d'un côté, ça me manque, j'ai plus le drive que j'avais avant. Tu sais, à l'époque où j'avais pas d'argent, mais qu'il fallait que je me barre de Corse, que je me barre de France, Hmm. eh ben j'avais un putain de moteur, j'avais un but, et ça me drivait jour et nuit. Et ça m'a poussé, à l'époque, à devenir le meilleur musicien possible, tu vois, à bosser mon instrument 7 heures, 8 heures par jour. Et puis plus tard, quand j'avais pas d'argent, mais que j'étais marié, que j'avais quand même le poids, la responsabilité de mon épouse, ça m'a poussé à développer mon agence immobilière, mon premier business, parce que j'avais peur d'échouer, j'avais peur de pas gagner d'argent, j'avais peur de faire faillite. Ensuite, quand j'ai lancé mon business sur Internet, pareil, il fallait se réinventer. J'avais peur de me lancer dans une nouvelle boîte, une nouvelle aventure et de foirer, tu vois. Hmm. Aujourd'hui, du fait d'avoir réussi dans mes investissements, d'avoir mes revenus, tu vois, de diverses sources, le fait d'avoir mes business qui tournent normalement, le fait d'avoir en fait la vie que je voulais avoir, hein, je suis libre, je peux habiter où je veux, j'ai choisi le pays qui me convient, dans lequel je suis pas contraint d'y rester, mais j'y reste parce que je veux. En fait, j'ai plus peur. Et quand t'as plus peur, tu as plus tu vois, le train à ton cul là, et toi qui cours sur les rails pour pas te faire écraser, tu vois. Hmm. Et de ce fait, j'ai tendance à prendre les choses beaucoup plus à la cool. Il y a plus grand chose qui m'empêche de dormir la nuit. Même les bonnes idées, je dis ouais, c'est une bonne idée, je le ferai, mais c'est bon, on a le temps, tu vois, cool. Aujourd'hui, c'est ça. Et quelque part, je vais pas m'en plaindre puisque je me suis battu pendant, je sais pas, 20 ans pour en arriver à ça. Mais d'un autre côté, la niaque que j'avais il y a 10 ans en arrière, des trucs tout cons, tu sais. Et t'arrives en Russie, il y a plein de jolies filles, Ouais. tu fais waouh. Mais en fait, t'es un blaireau et quand t'essayes d'en aborder une, tu te prends un râteau. Mine de rien, ça fait de la peine, mais c'est motivant. Tu dis il faut que je sois meilleur. Ouais, ouais. Et puis après, ok, après tu t'es amélioré, puis ça va, tu sais que t'es moins un blaireau, et donc tu as moins envie, si tu veux, de t'investir dans les choses, parce que c'est bon, ça va, ça roule, tu vois. C'est un peu ça, je suis devenu pépère. Mais dans cette phase d'apprentissage, c'était vraiment par la pratique. Tu n'as pas de ressources particulières. Tu lis pas, tu te formes sur Internet, je crois. Je me forme tout le temps. C'est dans ma nature de vouloir apprendre. En fait, j'ai cette personnalité que le médecin a qualifiée de trouble de la personnalité de la sphère autistique. Ah bon? Ce qui, pour moi, en pratique, fait que c'est ça, ouais. Hmm. Je fais des obsessions sur les trucs. Par exemple, il y a un an de ça, ou maintenant plus, maintenant ça fait 2 ans de ça. Ça fait 2 ans, j'ai rencontré un type qui est depuis devenu un ami, et lui, il gagnait de l'argent en tradant les cryptos. J'ai putain, quand même. Et j'y comprenais rien. J'avais un petit peu investi dans la crypto, mais ce dont lui me parlait, ce que lui faisait, putain, je comprenais pas, ça me dépassait. Tu t'y es mis à fond. Alors je m'y suis intéressé plus, jusqu'à ce que ça devienne une obsession. Et en fait, par exemple, si on parle des cryptos et de moi, j'enchaîne formation sur formation, j'enchaîne consulting sur consulting. Je trouve un mec qui sait faire mieux que moi, c'est le truc que je veux apprendre. Et voilà, je prends 1 heure, 2 heures, 20 heures avec lui parce que je veux comprendre, je veux qu'il m'apprenne à faire ce qu'il fait. Et après, je lis des livres et je suis des podcasts et surtout j'achète des formations, je suis des formations. Et j'ai la chance, tu vois, de pouvoir faire une obsession sur un truc. Après, un jour, ça me passe, hein. Mais j'utilise, si tu veux, cette fenêtre obsessionnelle pour aller à Hmm. fond dans le truc. Hmm. Ça rejoint un peu ce que certains,
Certains appellent la théorie des 1000 heures ou des 10 000 heures, je sais plus. Il faut être concentré X heures sur une compétence précise pour vraiment la maîtriser. Donc si tu arrives à en tirer un profit, c'est pas mal, ouais. Et est-ce que tu aurais une ressource, ça peut être un livre, mais toute autre ressource que tu peux recommander? Ou la chose que tu as le plus recommandée récemment? Ça dépend pourquoi. Ça dépend pour faire quoi et pour qui. Hmm. Dans quel but, on va dire. En général, ça peut être le business, on peut en faire deux, dans le business et le développement personnel plus général. Est-ce que tu as quelque chose? Je peux te parler des livres qui ont changé ma vie. Oui, ça me Les va. livres qui ont changé ma vie, je crois que qui, le premier vraiment qui m'a donné envie, alors il a pas grand-chose à voir, mais dans la philosophie, oui. Le livre qui m'a donné envie d'être courageux, de faire les choses par moi-même, de m'exposer aux risques, de vivre l'aventure, de vivre les trucs que j'avais envie de vivre, c'est le livre qui retrace la vie du samouraï japonais Miyamoto Musashi, qui s'appelle La Ok. pierre et le sabre, et qui est suivi par La parfaite lumière. C'est des bouquins qui ont changé ma vie. Le tome 1, le tome 2, parce que je les ai lus, j'étais jeune, j'avais 18, 19 ans, Hmm. et ça m'a donné envie, ouais, de faire comme ce mec-là, tu sais, de devenir bon dans quelque chose et de vivre au travers ma passion pour quelque chose. Que ça me fasse voyager, que ça fasse rencontrer des gens, que ça fasse découvrir le monde. Je note. Et tu avais autre chose, non? Il y a un autre, alors ça toujours pas trait au business, mais un autre bouquin, franchement, si tu aimes la Russie, si tu aimes la culture slave, c'est pour moi, c'est un bouquin qui est écrit par un mec qui écrit mal, qui à mon sens n'a jamais écrit un autre bon bouquin. J'ai même pas trop essayé le reste parce que ça paraissait vraiment pas bon. Le mec il s'appelle Dan Millman, c'est un type qui a écrit des trucs un peu New Age, tu vois. Sauf qu'il a écrit un livre qui s'appelle Journeys of Socrates. Je pense qu'en français il a été traduit par Les voyages de Socrate. Et ça te Hmm. retrace à l'époque tsariste, le destin d'un jeune, un jeune militaire russe qui, d'ailleurs, son destin est très lié à Saint-Pétersbourg. Et ensuite, dans le monde russe de l'époque, donc ce qui serait l'Ukraine aujourd'hui, le Bélarus aussi, le Tatarstan d'aujourd'hui. Et tu as, si tu veux, une fresque historique de la Russie. Tu as une dépiction très intéressante de l'âme slave à travers le parcours de ce type-là. Et c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai lu tout plein de fois. Et des fois, tu sais, quand je suis un peu en perte de vitesse, un peu en perte d'inspiration, je relis ce bouquin-là parce que, je sais pas, ce type-là était touché par la grâce à ce moment-là. Il a écrit un livre, tu vois. Et ce Ah, livre-là, bah, franchement, je le conseille très fort. ok, ouais. J'en ai jamais entendu parler. Alors j'ai trouvé, ça s'appelle Les Aventures de Socrate en français. Comment on devient un En sage. français, il s'appelle comme ça. Ouais, ouais. On mettra les Franchement, liens il en est trop, description. trop génial. Putain de leçon de vie. Par Ouais, exemple, putain de leçon de vie. Et aussi, je te dis, bah, par exemple, le type, alors je vais pas spoiler le livre, tu vois, mais ça se Hmm. passe assez au début. Euh, Bah, il y a des événements abominables dans sa vie, genre sa femme enceinte, bah, elle se fait tuer, tu vois. Hmm. Et normalement, la plupart d'entre nous, bah, ça les aurait calmés pour un moment. Et lui, il va puiser là-dedans l'inspiration, en fait, ce dont je te parlais tout à l'heure, tu sais. Quand tu Ouais, es dans la merde et que tu as ce drive, le mojo. bah, d'en tirer quelque chose, d'aller de l'avant. Hmm, hmm. Et c'est ça, lui, il en tire un mojo supranaturel, tu vois. Et tous ces voyages à travers la Russie de l'époque. Et tu as aussi, si tu veux, ouais, une image vachement intéressante de la Russie tsariste, ces combattants, ces cavaliers tatars qui défendent l'Empire à l'époque. C'est vraiment... je le conseille, franchement. J'aurais aimé que quelqu'un me prenne et me dise, Simon, il faut que tu lises ce livre. Et j'aimerais que quelqu'un vienne à moi et me dise, Simon, si t'as aimé ce livre, hein, il faut que tu lises celui-là. Parce que j'ai cherché l'équivalent depuis Ah des ouais, années, j'ai jamais trouvé. ok. Je, Et tu l'as pas lu, t'as trop de la chance, parce que tu vas pouvoir le lire, je je vais t'envie. regarder. Bah super, ça fait un bon conseil pour finir. Je pense qu'on a fait un bon tour. Tu n'as rien à ajouter? Tu veux ajouter quelque chose? Je te dirais que
si je devais parler, parce qu'aujourd'hui, on a conscience que le monde, il a un peu changé, même un peu beaucoup. Et il y a peut-être des gens qui se disent que le monde slave, bah, il est moins attirant qu'avant, parce que c'est plus difficile, parce qu'il y a des problèmes. Et moi, je te dirais que pour moi, il n'est que plus attirant qu'avant, parce qu'il est plus affirmé qu'avant dans ses différences avec l'Occident. On le voit maintenant depuis bientôt 1 an, l'Occident s'est affirmé dans ses valeurs, mais le monde russe aussi, il s'est affirmé dans ses valeurs. Et il s'est affirmé en fait dans, pas son opposition, parce que c'est sans doute pas son but, mais dans sa différence. Et je trouve que le Bélarus est plus le Bélarus qu'avant, et j'ai l'impression que la Russie est plus la Russie qu'avant. Que justement, couper, euh, degré ou un peu de force aussi, hein, de ses liens avec l'Europe occidentale, de ses liens avec l'Occident, eh bien, ça les oblige, ça les force à se centrer sur ce qu'ils sont en fait. Et moi, j'aime les Slaves pour ce qu'ils sont. Et je craignais et je me plaignais de l'européisation, de l'influence européenne sur Moscou, sur Saint-Pétersbourg, sur Minsk. Eh ben, ils y sont beaucoup moins. Et franchement, j'adore ça. Le jour où on nous a coupé les avions avec l'Union européenne à Minsk, au début, égoïstement, j'ai pensé à moi. J'ai dit, ah, ça me fait chier si je veux aller en Europe. Ouais. En pratique, ben, on a beaucoup moins d'Européens qui viennent, beaucoup moins d'influence européenne, et je me rends compte que ça a préservé, entre guillemets, ma ville, mon lieu de vie, et je m'y sens beaucoup mieux qu'avant parce que je suis au Bélarus. Je croise pas de Français, je croise pas d'Italiens, je croise pas de Belges. Je suis au Bélarus. Je croise des Russes et des Biélorusses, ça me convient parfaitement. Ouais, ça rejoint un peu mon expérience à Moscou, parce que moi je suis arrivé juste avant le Covid, et c'est vrai que depuis, le nombre de touristes est assez infime. Donc, du point de vue immersion, c'est sûr que j'ai eu cette chance. Après, je m'inquiète juste au niveau économique. Le fait de se couper totalement, c'est pas non plus une très bonne chose, mais on verra comment ça se déroule. Ils ont des ressources. Ben, ils se sont pas coupés volontairement, ça leur est Certes, imposé. certes. Ouais. J'ai l'impression que le monde est vaste. J'ai l'impression que le pôle économique du futur, si ce n'est déjà du présent, il est beaucoup plus en Asie qu'en Europe de l'Ouest. Hein, on a passé la main. De ce fait, je dis pas qu'il n'y a pas de flottement et qu'il n'y aura pas de flottement, hein, mais je suis serein. On va pas retourner aux années 90 à manger des pommes de Non, terre. on en est loin Et là. je te dirais, alors après, je suis un extrémiste, hein, mais je préfère manger des pommes de terre à Minsk que boire du champagne à Paris aujourd'hui. Ok. Ça sera notre conclusion. Mais je suis un extrémiste. Allez, merci Simon. Merci Aurélien, merci à toi, j'étais content d'être là. C'est un plaisir partagé. Et voilà, c'est fini pour ce premier épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou n'importe quelle application de podcast. Pour information, on a eu quelques soucis techniques avec Simon lors de l'enregistrement. C'est pour ça que parfois c'est pas très fluide, on se comprend pas toujours très bien. Mais on va tâcher d'améliorer ça pour les prochains épisodes. À plus.